The wind's 120 miles to the west. Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Oh my gosh, dude. Radio X. Une minute, bonsoir, bienvenue dans Radio X-Files, bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Un petit peu nostalgique du mois d'août, mais le meilleur s'en vient, surtout pour les amateurs de cette émission. Bientôt, ce sera l'Halloween, les décorations, la terreur, on se fera peur ensemble. Salut Christian, tu vas bien? Oui, ça va bien, Camille. Super. Ce soir, on a un bon planning d'émission. Là. C'est très chargé. Donc, on va dans un deuxième temps dans l'émission, pour les actualités, j'ai choisi une seule actualité sur laquelle j'aimerais revenir. Aujourd'hui marque le 25e anniversaire de la mort de Lady Diana, la princesse Diana. Et évidemment, non seulement on a souligné cet événement-là dans les médias, un peu partout à travers le monde. Je sais qu'en Grande-Bretagne, par exemple, il y a eu des cérémonies spéciales. Mais évidemment, lorsqu'on parle de la mort de Lady Diana, ça ramène toujours à la surface certaines théories du complot. Donc, j'ai mis ça un peu de côté et dans la deuxième partie de l'émission, lorsqu'on va dans notre section actualité, je vais revenir sur la mort de Lady Diana et depuis 25 ans, quelles ont été les théories du complot les plus populaires et quelles ont été les réponses des autorités à ces fameuses théories du complot. Mais dans un premier temps, je sais pas pour toi, mais moi, j'adore les mystères de la mer. Oh. C'est toujours très mystérieux, l'océan. Il y a toutes sortes de choses un peu étranges qui peuvent s'y produire. On connaît tous, bien sûr, les histoires du triangle des Bermudes, le triangle du diable. Il faut savoir que chaque année, des dizaines de bateaux disparaissent mystérieusement, sans laisser de traces, même sans qu'on ait logé un appel de détresse, ou encore d'autres navires sont trouvés complètement abandonnés de leur équipage, sans qu'on comprenne trop, les circonstances dans lesquelles cette désertion, cet abandon s'est produit. Et ce soir, donc, je vais te présenter une de ces histoires qui nous fait un peu nous gratter la tête. Il y a plusieurs événements dans l'histoire, des disparitions mystérieuses ou des événements tragiques dont on est confronté à des éléments, mais on arrive difficilement à mettre ensemble les pièces du puzzle. Et c'est un peu le cas ce soir avec notre histoire, qui est l'histoire du MV Joyita. Mais il faut savoir, comme je le mentionnais, que c'est l'histoire d'un navire abandonné. Je vais raconter dans quelles circonstances ça s'est produit, mais comme je l'ai dit aussi, des navires abandonnés, on en trouve chaque année. Et parfois, les solutions nous semblent plutôt évidentes. Je me rappelle, par exemple, il n'y a pas très longtemps, lors de la sortie du livre Dossier inexpliqué, tome 1 de mon ami Jocelyn Keller, qu'on a reçu à plusieurs reprises à l'émission et qui, j'y ai parlé encore il y a quelques jours. Et les Français sont toujours en vacances au mois d'août. Oui. Donc, Jocelyn je l'ai dérangé en plein durant ses vacances, mais à partir du mois de septembre, Jocelyn, une fois par mois, une fois toutes les 6 semaines, va intervenir à l'émission pour nous raconter des petites anecdotes, des histoires un peu étranges qui nous intéressent et qui va bien sûr pouvoir alimenter nos conversations. Mais lorsqu'il a sorti son livre en 2014, Les Dossiers inexpliqués, son tome 1, je me rappelle que l'une des premières histoires, je reçois son livre, je le feuillette, et la première histoire sur laquelle je me suis penché, je regardais l'index avec toutes les histoires, et il y en avait une qui est intitulée « Le mystère du yak fantôme ». Alors évidemment, je me suis précipité sur cette histoire-là. C'est la première histoire que j'ai lue, et c'est l'histoire d'un catamaran qui s'appelait le Cadiz 2, qui était parti d'Arley Beach en Australie, dans le nord de l'Australie, une région qu'on appelle le Queensland, et l'incident en question se passe en 2007. Donc le navire part, comme je te dis, du Queensland le 15 avril 2007. Il y a à son bord 3 passagers âgés de 63 ans et 69 ans. Et les 3 hommes sont partis pour une espèce d'expédition de pêche, un petit voyage d'agrément qui doit durer quelques jours. Et leur idée est de longer le nord de l'Australie, toute cette région qu'on appelle le Queensland. Donc le navire quitte le port le 15 avril 2007. Le 18 avril,
un hélicoptère aperçoit un hélicoptère de l'armée australienne aperçoit le CATS-2 qui semble un peu à l'abandon, qui une de ses voiles est déchirée, le navire visiblement semble hors de contrôle. Alors il se trouve à ce moment-là à 165 km au large de Townsville au Queensland et il se trouve dans des eaux qui sont les eaux de la Grande Barrière de Corail, là, qui s'étend sur 2300, c'est énorme, 2300 km au nord-est de l'Australie. Donc, on informe les gardes-côtes et éventuellement, les officiers des gardes-côtes vont rejoindre le bateau, vont monter à bord. C'est en fait l'Australian Maritime Safety Authority qui vont se rendre sur le navire. On est à ce moment-là le 20 avril, donc 2 jours après avoir été signalé, les gardes-côtes vont monter à bord. Et l'équipage a disparu. Et ce qui, au moment où les gens, les sauveteurs montent à bord du navire, ce qui les frappe, c'est que tout est parfaitement en fonction. Tous les appareils sont fonctionnels. Tout est bien rangé. Il y a visiblement pas eu de vol puisque tous les objets de valeur sont à l'intérieur du bateau. Les portefeuilles, les montres, les téléphones portables, les ordinateurs, tout est là, tout est bien rangé. Donc, il n'y a aucune marque de violence, rien n'a été renversé, donc laissant croire que le bateau aurait pu être menacé par la piraterie ou des trucs comme ça. La seule chose qui est tout à fait mystérieuse, c'est que les 3 passagers ont disparu. Donc, le navire est ramené éventuellement en Australie. Il va faire l'objet d'une investigation par les autorités locales. Et pratiquement 16 mois après la découverte du CATS-2, les autorités vont émettre une hypothèse en disant, à notre avis, parce qu'on a trouvé à bord des films qui ont été tournés par l'équipage, par les 3 hommes, sur le navire. Donc, probablement le matin même de leur disparition. Et on voit que les hommes étaient en train de pêcher. Donc, l'hypothèse que va proposer le gouvernement australien, les autorités australiennes, c'est de dire, probablement que les hommes étaient en train de pêcher. Imaginons que 2 d'entre eux ont pris le fil de leur ligne à pêche dans le gouvernail du navire. On parle ici d'un catamaran qui fait quand même 10 mètres de long. Donc, ils auraient pris leur ligne à pêche dans le gouvernail du navire. Ils seraient descendus sur l'espèce de plateforme à l'arrière, parce que la plateforme est descendue, donc une plateforme à l'arrière du bateau sur laquelle on peut descendre, soit pour aller se baigner, ou soit pour avoir accès plus facilement au gouvernail. Donc, les autorités émettent l'hypothèse, peut-être que 2 des hommes, lorsque leurs fils à pêche se sont mêlés dans le gouvernail, seraient descendus sur la plateforme pour essayer de démêler leur fil, le filin, et à ce moment-là, ils seraient tombés à la mer. Leur compagnon, le 3e compagnon qui se trouvait à bord du navire, les voyant tomber à l'eau, a essayé de faire tourner le navire pour aller les rejoindre. Et à ce moment-là, ce qu'on appelle le baume, c'est la barre qui tient la partie verticale, horizontale de la voile, aurait eu un changement rapide, aurait frappé le passager, le dernier homme à bord, qui aurait passé par-dessus bord. Et là, les 3 hommes se seraient retrouvés à la mer, et le navire, qui à ce moment-là filait à 28 km/h, il était impossible pour les 3 hommes tombés à la mer de pouvoir le rejoindre à la nage. Donc, ils l'ont regardé s'éloigner. Et puis, ils ont été condamnés à une mort certaine. C'est l'hypothèse que propose le gouvernement australien. Et c'est une hypothèse qui fait sens. C'est amusant parce que l'idée des 3 hommes tombés à la mer et incapables de rejoindre leur navire, c'est peut-être aussi la solution d'une des plus grandes énigmes de la mer. J'avais fait une émission avec Yannick à ce sujet-là et justement notre invité était Jocelyn Keller où j'avais raconté l'histoire de 3 gardiens de phare. On est au nord de l'Écosse sur une petite île, en fait véritablement un rocher qui s'appelle l'île Moore et puis il y a un phare, il n'y a rien sur cette île-là, il y a un rocher et un phare. Et un matin, on est en décembre 1900, lorsque l'équipe de rechange arrive sur l'île Moore, ils constatent que le phare est éteint. Les hommes débarquent sur le rocher, arrivent au phare et constatent que les 3 gardiens du phare ont disparu. Et là, tu vas me dire, oui, mais là, on n'est pas sur un bateau et faire disparaître un gars dans un phare. Mais bon, l'hypothèse proposée, puis elle est assez vraisemblable. On croit qu'à un moment donné, des filins qui servaient, parce que bon, pour y être allé, là, je vais essayer de te donner un peu une idée, là, mais t'as un bloc, c'est vraiment un piton rocheux, et au sommet, il y a le phare.
Et à 2 endroits sur ce piton rocheux, il y a des grues qui permettent de monter la marchandise. Lorsque les bateaux de ravitaillement arrivent au pied du rocher, des grues permettent de monter la marchandise. Donc, on suppose que l'un des filins de la grue a dû se défaire ou a dû être emporté par le vent, parce que, bon, évidemment, on est en plein milieu de l'océan, là, tu sais, veut dire loin au nord de l'Écosse. Le rocher est balayé par des vents forts. Peut-être qu'un filin s'est décroché. 2 des hommes à l'intérieur du phare sont sortis parce que la loi écossaise interdisait aux trois gardiens du phare d'être à l'extérieur en même temps. Donc, on suppose que lorsque ces grands vents sont arrivés, 2 des gardiens ont quitté le phare, ont été aux côtés de la grue pour essayer de stabiliser le fameux câblage. Un autre rafale de vent aurait fait passer les 2 gardiens par-dessus le rocher et seraient tombés à la mer. Et voilà. Le 3e gardien du phare, voyant ses compagnons être emportés par le vent et passer par au-delà de la falaise, est sorti précipitamment, est allé essayer de leur donner un coup de main pour les faire reprendre pied. Et puis, à son tour, il a glissé sur la roche glissante, là, qui était humide, et puis il est passé, puis lui aussi est tombé par au-delà du rocher. Et l'aplomb à l'endroit où se trouve l'une des grues était de plusieurs dizaines de mètres. Et c'est vraiment très à pic. Donc, une fois que tu es tombé à cet endroit-là, tu peux pas reprendre pied sur le rocher. C'est impossible. Donc, emportés par le vent, les gardiens du phare ont basculé à la mer et ont été incapables de reprendre pied sur le rocher et retourner se mettre à l'abri à l'intérieur du phare. Dans ces cas-là, on a une hypothèse qui est assez vraisemblable, qui correspond assez bien aux faits, mais tu vas voir que dans notre histoire de ce soir, le MV Jōita, c'est beaucoup plus complexe. Donc, j'y vais. Le Jōita, c'est un petit bateau qui fait à peu près 21 mètres de long par 5 mètres de large, à sa partie la plus large. C'est un petit bateau qui a une capacité de 70 tonnes pour transporter de la marchandise. C'est un bateau qui a été construit en 1931. Il a été construit initialement comme étant un yacht de luxe. Il a été construit à la demande du réalisateur, producteur hollywoodien Roland West. Et lorsque le bateau a été achevé, il l'a baptisé le Jōita, qui veut dire en espagnol le joyau. Et il l'a nommé ainsi en hommage de sa femme. Ah, je savais. Ils font tous ça, les propriétaires de bateaux. Qui s'appelait Jewel Carmen. Jewel en anglais veut dire jewel, qui est un bijou. Donc, il appelle le bateau le Jōita. Donc, à partir de là, le bateau va être utilisé pendant des années par ce couple richissime. Et puis, éventuellement, il va être vendu, va passer de main en main à plusieurs propriétaires. Et puis en 1941, c'est la US Navy qui va racheter le bateau et elle va le rebaptiser le YP-108 et elle va l'utiliser comme bateau pour faire du transport de marchandises légères, parce que c'est pas un bateau qui est très très gros, mais qui va faire du transport de marchandises légères entre les diverses îles de l'archipel d'Hawaï. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, le bateau en question se retrouve un peu dans le surplus de l'armée. Il est revendu à des propriétaires civils. Et c'est comme ça, finalement, qu'en 1953, le bateau, qui a repris son nom de Jōita, va être loué à long terme par un certain Thomas Henry Miller. C'est un marin de 40 ans, c'est un marin d'expérience. Et lui, son idée à Miller, c'est d'utiliser le Jōita pour pouvoir transporter de la marchandise entre les diverses îles de la Polynésie. Donc là, on est complètement dans l'océan Pacifique. Et il y a des dizaines et des dizaines d'îles, et il y a des petites populations insulaires sur ces îles-là qui ont besoin d'être ravitaillées. Et Miller, donc, loue le Jōita à long terme pour pouvoir assurer ce transport de marchandises. OK. Comme il doit transporter, et là on arrive à un des points cruciaux de notre histoire, comme le navire doit transporter de la marchandise qui est surgelée ou congelée, Miller fait réadapter les cales du navire en les doublant de liège, tant et si bien que le Jōita devient insubmersible, comme un bouchon de liège. Il peut pas couler. Tu me diras, oui, on a dit la même chose du Titanic, l'insubmersible, mais dans le cas du Jōita, crois-moi, il était vraiment incoulable
à cause de ce double fond en liège qui servait de chambre froide à l'intérieur du navire. C'est pour ça que, basé sur ce que tu as dit tantôt, que l'équipage a disparu au complet, je me dis, aurait-il pu verser et noyer les matelots, et après ça, pas pour rebondir un peu comme justement un objet flottant, un canard en plastique, tiens. Oui, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, le navire, on se retrouve en 1955, ça fait donc 2 années que Miller utilise le fameux Joyita pour faire du transport de marchandises. Et ça allait bien jusqu'à? Ça allait bien jusqu'en octobre 1955. À ce moment-là, il faut quand même être honnête, le navire est plutôt en mauvais état. Miller est un joueur invétéré, il a accumulé des dettes et évidemment il a laissé un peu aller le navire. Et à toutes les fois où des marins à bord lui ont dit « Ouais, il y a tel truc à faire réparer », Miller était toujours le type qui remettait au lendemain. « Oui, je vais faire réparer ça demain ou la semaine prochaine ». Tant et si bien qu'au cours de la dernière année, le Joyita a dû subir plusieurs avaries et c'est un navire qui est plutôt en mauvais état. Okay. Si on le comparait à une voiture, là, ce serait une minoune. C'est l'expression, là, ça c'est une minoune. Là. Ben, c'est un peu ça. Le Joyita était un peu la minoune du port. Donc, le 2 octobre 1955, Miller a un contrat pour transporter de la marchandise. Il doit quitter le port d'Apia, qui se trouve aux îles Samoa. Il doit se rendre sur l'île de Tokelau. C'est une île qui est située à 430 km d'Apia. C'est pas un très très long trajet. On estime que le voyage pourrait durer une 40aine d'heures à peu près. À ce moment-là, le navire compte 16 membres d'équipage et Miller s'est assuré d'avoir également a vendu des places à bord pour 9 personnes et parmi lesquelles se trouve d'ailleurs un médecin qui doit se rendre rapidement sur l'île de Tokelau où il doit procéder à une chirurgie importante. Donc, on a ce navire plutôt en mauvais état, 16 membres d'équipage, 9 personnes montent à bord et le bateau, donc, quitte le port le 2 octobre 1955. En fait, je te dis le 2 octobre, mais c'est pas tout à fait vrai parce que il quitte le port le 2 octobre, mais avant d'être sorti du port, il y a une première avarie. Donc, le navire s'arrête dans le port. Certains des passagers vont aller passer une partie de la nuit à terre. Donc, on vient les chercher puis on les ramène à terre. Pendant ce temps-là, Miller, à bord du Joyita, va rafistoler une canalisation qui s'y met à couler. Un moteur est tombé en panne. Bref, finalement, le navire est fin prêt pour reprendre la mer à 5 heures du matin le lendemain. On est donc rendu le 3 octobre. Et donc, là, il sort du port en direction de Tokelau. Et puis, voilà. Bon, à ce moment-là, il faut quand même dire que le navire, au-delà des passagers et à part les membres d'équipage, le navire aussi transporte une cargaison payante assez importante. On y a notamment du bois de charpente. On retrouve 80 barils vides, d'ailleurs, qui sont destinés à des plantations insulaires où on fait de la culture. On a besoin de barils pour pouvoir mettre ces marchandises, pour pouvoir les ramener et pour la vente. Donc, le Joyita transporte 80 barils vides qui sont destinés à des plantations insulaires, des fournitures médicales et des vêtements en tout genre, ce qui complète à peu près la cargaison du navire. Donc, le bateau quitte le port. On est au petit matin, 5h30 du matin, il quitte le port et il s'engage dans ce voyage qui, comme je l'ai mentionné, doit durer une 40aine d'heures au plus tard. Mais les heures s'écoulent, les jours s'écoulent et on est sans nouvelles du Joyita. En fait, on est sans nouvelles pendant 36 jours. Aucun appel de détresse n'est lancé. Évidemment, lorsqu'on considère que le navire est perdu, donc comme je l'ai mentionné, il quitte le 3 octobre, on s'attend à un voyage d'à peu près 48 heures au maximum. Mais oui, mais ça a donc été long avant qu'on capote. Oui, mais non, c'est pas tout à fait vrai, parce que 3 jours après, entre le 6 et le 12 octobre, des avions de la Royal New Zealand Air Force ont pris leur envol et ils ont refait le trajet du Joyita, espérant trouver le navire. On s'est dit, bon,
évidemment, les pilotes étaient les militaires étaient au courant des avaries possibles du bateau. On savait que c'était un navire qui était en mauvaise condition. Et là, on s'est dit, il est peut-être tombé en panne quelque part sur son trajet. Donc, on espère retrouver le bateau. Donc, pendant ces 6 jours, on va survoler toute cette région-là. En fait, on va passer au crible une région de plus de 260 000 kilomètres carrés. Et on ne trouve aucune trace du Joyita. Donc, finalement, les recherches sont abandonnées. Le 10 novembre 1955, donc pratiquement 1 mois après le départ du Joyita, le capitaine d'un navire qui fait route pour un atoll qui s'appelle Funafuti, qui se trouve là aussi en Polynésie, découvre le Joyita. Il est en très mauvais état, il est en partie enfoncé dans l'eau. Le navire se trouve à 250 km de Venu-Levu, qui est aux îles Fidji. Ce qui veut dire qu'il est à plus de 1000 kilomètres de sa route supposée. Donc là, on a une première énigme. Que fait le Joyita à 1000 kilomètres de sa route? Le navire, comme je l'ai expliqué, il est en très piteux état. Il est insubmersible, il faut se rappeler de ça, il est insubmersible. Donc, il a pris à peu près le maximum d'eau qu'il pouvait, ce qui l'a enfoncé. Il est couché littéralement sur le côté gauche. On dit le côté bâbord dans le langage de la marine. Ouais. Et le navire est à moitié enfoncé dans l'eau. Mais il peut pas descendre plus que ça, là. Il est enfoncé à moitié. Et même si tu continues de mettre de l'eau dedans, il pourra pas aller plus loin que ça. Donc, le bateau est accosté, les gens montent à bord. Et là, donc, on découvre qu'il est très, très, très couché sur le côté bâbord. Sur la structure supérieure, ce qu'on appelle la timonerie, elle est très endommagée. Des gens, les passagers, visiblement, ont monté des espèces d'armatures en acier et ont étendu des toiles par-dessus la timonerie. On suppose que c'était probablement pour recueillir de l'eau de pluie au cas où les gens seraient perdus en mer un bon bout de temps. Parce que tu comprends qu'ils transportaient de la marchandise et des vivres pour un voyage d'à peu près 48 heures. Donc, si l'avarie s'est produite et que le navire s'est retrouvé un peu à dériver, probablement qu'il n'y avait pas suffisamment de réserve d'eau pour durer pendant des semaines et des semaines. Et probablement, on suppose que les passagers ont pris l'initiative d'étendre cette toile pour recueillir de l'eau de pluie. On découvre également que les 3 dinghies, le bateau, le Joyita, n'a aucun canot de sauvetage. En revanche, il avait 3 petits dinghies, des espèces de canots gonflables. Les 3 dinghies ont disparu. On découvre évidemment en faisant le tour du navire, on comprend pourquoi il est si enfoncé dans l'eau. Il y a une voie d'eau très importante dans la cale du bateau et visiblement l'équipage ou les passagers ont mis des matelas par-dessus cette voie d'eau pour espérer ralentir l'eau qui entrait dans le bateau. L'horloge du bord est arrêtée à 10h25. Les lumières de navigation sont allumées. Évidemment, les batteries sont déchargées, mais elles sont en position allumée, ce qui laisse penser que l'avarie a dû se produire durant la nuit. Donc, on avait allumé les lumières de navigation et l'avarie s'est produite. Et évidemment, trop préoccupé par ce qui se passait à bord, on n'a pas essayé d'économiser l'énergie des batteries. Les lumières sont restées en position allumée. La radio est placé sur une longueur d'onde qui est le 2182 kHz, qui est la longueur d'onde internationale pour envoyer des messages de détresse. Oh! Mais on n'a jamais reçu un message de détresse du Joyita. En faisant l'enquête, va révéler que le câblage du navire était, à certains endroits, était corrodé. Et finalement, la longueur, la portée de la radio ne pouvait pas dépasser 3,5 km. Donc, s'il n'y avait pas de navire à l'intérieur d'un périmètre de 3,5 km autour du Joyita, même s'ils ont envoyé un message de détresse, personne ne peut le capter. Non, absolument pas. Les instruments de navigation, le compas, la boussole, tout ça, les cartes ont disparu. C'est stagé, Christian. Tout ça est une mise en scène. Et c'est sûr que ça sent la... Écoute, tu dis ça, mais mon Dieu, c'est une espèce de coup monté. Le revolver du capitaine Miller, parce qu'on sait qu'il avait il avait un permis d'armes, on sait qu'il avait un revolver à bord, le revolver a disparu.
Sur le pont supérieur, essayez d'imaginer, le navire est très enfoncé dans l'eau, mais sur la partie qui est encore immergée du bateau, on trouve un sac de médecine, un sac de docteur, et comme je l'ai mentionné, il y avait un médecin à bord qui devait aller à Tokelo pour une chirurgie. Donc, on trouve un sac de médecin, et à l'intérieur, il y a un stéthoscope, des scalpels, des seringues, tout ça, et des bandages sur lesquels il y a du sang, beaucoup de sang. Et ensuite, il y a 4 tonnes de frais, donc 4 tonnes de marchandises à l'intérieur qui ont disparu. Là, tu te dis, écoute, essaie de remettre tout ça dans l'ordre, puis tu vas voir qu'on a un sérieux casse-tête. Le carburant, on regarde dans les jauges de carburant, et le carburant sont presque pleins, ce qui laisse supposer que le navire avait parcouru à peu près 391 kilomètres au moment où il est tombé en panne. Et on suppose que s'il suivait une trajectoire rectiligne entre les îles Samoa et Tokelo, il devait être à peu près à 80 kilomètres de Tokelo lorsque les moteurs se sont arrêtés. On suppose donc que l'avarie, le drame en question, a dû survenir quelque part dans la deuxième soirée de la traversée, aux alentours de 21 heures. Le navire, malgré son mauvais état, il peut pas couler. Il faut toujours se rappeler de ça parce que c'est la clé de l'énigme, c'est il peut pas couler. Donc le navire est ramené à Suva, qui est la capitale des îles Fidji, et là, évidemment, il va y avoir une enquête par le tribunal maritime. L'enquête va révéler la cause de la voie d'eau. C'est une conduite du système de refroidissement parce que l'eau salée est excessivement crée de la corrosion et c'est l'un de ces tuyaux qui servait au refroidissement des moteurs qui s'est brisé par la corrosion et ce qui a entraîné une voie d'eau sous la cale, en fait sous les planchers, là, et on pouvait pas, il aurait fallu démonter le plancher pour voir d'où venait la voie d'eau, ce qu'on n'a pas pu faire, d'où la raison pour laquelle on a mis des matelas sur le plancher en espérant retarder l'inondation du navire. Mais malgré tout ça, même si on a pu déterminer la cause de cette voie d'eau, le tribunal a été incapable d'expliquer pourquoi l'équipage avait disparu. Et toutes les hypothèses qu'on a proposées jusqu'à maintenant n'ont pas permis de répondre de façon satisfaisante à l'abandon de l'équipage et à l'abandon des passagers. Première hypothèse qu'on s'est dit, bon, on a trouvé du sang sur des bandages, tout ça. On s'est dit, peut-être que l'avarie s'est produite, le navire a pas tangué et le capitaine Miller a été blessé. Il est rendu inconscient. On aurait essayé de prendre soin de ses blessures, tout ça. Et comme le navire se remplissait d'eau et comme le capitaine Miller était inconscient, il n'a pas pu informer les passagers que le navire était insubmersible. Parce qu'il faut comprendre qu'elle est là, la clé du problème. Si tu es sur un bateau, c'est un petit bateau, c'est vrai, mais c'est quand même plus gros qu'un dinghy qui est un bateau gonflable, là. Oui, si tu es sur un bateau qui ne peut pas couler, tu as beaucoup plus de chances de rester en vie en demeurant sur ce bateau-là, même si une partie du navire s'enfonce sous l'eau, l'autre partie va rester toujours immergée. Donc tu dis, on va rester sur cette partie-là. On a beaucoup plus de chances d'être repéré par des avions, par exemple, ou des hélicoptères de recherche, que si on part à la mer sur des petits bateaux gonflables. Alors pourquoi avoir abandonné le Joita, qui est un navire insubmersible? Alors l'hypothèse du capitaine Miller, blessé, rendu inconscient, incapable d'informer les passagers que le navire est insubmersible, ces gens-là, voyant le navire qui s'enfonçait dans l'eau à cause des voies d'eau, ont dit, on va quitter le navire. On a plusieurs problèmes dans cette hypothèse-là. D'abord, dans un premier temps, si les passagers n'étaient pas au courant que le navire était insubmersible, les 16 membres d'équipage étaient bien au courant de comment était construit le navire et savaient qu'en toutes circonstances, le navire pourrait pas couler. Donc, même si Miller avait été inconscient, les autres membres de l'équipage auraient découragé les passagers de monter à bord de petits dinghies en leur disant, écoutez, le navire est insubmersible et du haut des airs, les équipes de recherche ont beaucoup plus de chances de nous localiser que si on prend la mer sur des petits dinghies. D'autant plus, le mauvais temps, une houle plus forte, des vagues importantes, et puis voilà, ton dinghy va se renverser et tu vas te noyer dans la mer. Alors que on a une sécurité toute relative en demeurant sur ce navire, même s'il est en partie enfoncé dans l'eau. Donc, cette hypothèse-là tient mal la route. Et qui plus est, si
si les passagers et même les membres d'équipage avaient décidé, pour une raison plutôt invraisemblable, d'abandonner le Joyita pour la sécurité moindre des dinghies, pourquoi se préoccuper d'embarquer une partie de la cargaison? Tu comprends, t'essaies de sauver ta vie, là. On s'en fout-tu du bois de charpente qui est à bord, ou des barils vides, ou du paquet de guinée qui est dans le cale? On s'en sac complètement. Tu veux sauver ta vie. Mais pourtant, une partie de la cargaison est manquante. Alors là, l'autre hypothèse que des gens ont proposé, on dit, peut-être que le Joyita a été attaqué par des pirates. On sait qu'à l'époque, il y avait des, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des Japonais qui sont demeurés dans certaines îles de la Polynésie, qui dans leur tête, même si la guerre était terminée depuis 10 ans, demeuraient dans leur tête encore en guerre contre l'Occident. Okay. Donc, on s'est dit, peut-être que c'est des Japonais. On sait que c'était aussi la guerre froide. On se dit peut-être que le Joyita a été accosté par un bateau soviétique et voyant que le capitaine Miller, tout ça, était soit des Britanniques, parce que ce sont des citoyens australiens ou néo-zélandais, l'équipage a été tué et on a volé une partie de la cargaison. Ça, ce scénario-là aussi, il prend presque autant l'eau que le Joyita lui-même, là. Parce que si tu dis, si le navire avait été accosté par des pirates, ces gens-là on trouverait à bord, ils auraient assassiné tous les passagers et l'équipage et les passagers pour les jeter par-dessus bord et voler la cargaison. Le problème, c'est qu'à bord du Joyita, à part ces quelques bandages avec du sang qui visiblement résultent d'un accident, il n'y a aucune trace de violence à bord du Joyita. Visiblement, il n'y a pas eu de lutte, il n'y a rien eu qui permet de croire que les gens aient été molestés de quelque façon que ce soit. Ça aurait pu facilement être un pirate à l'intérieur de l'équipage, mais tu vas me dire que c'est les émissions des jeudis qu'on en parle de ça. Mais ça semble comme quelqu'un qui a voulu sauver, là. C'est possible, c'est une hypothèse. Là, on s'est dit, OK, on aurait pu éviter la violence à bord du Joyita si les pirates avaient laissé sous-entendre à l'équipage. Parce qu'évidemment, les gens vont essayer de se défendre pour sauver leur vie. Voilà. Mais si les pirates ont laissé sous-entendre aux gens qu'ils allaient les sauver, qu'ils allaient sauver leur vie en les mettant sur des canots de sauvetage puis en les envoyant au large, ils savaient très bien qu'il n'y avait aucune chance de survie en faisant ça. Donc, pourquoi se préoccuper de ça plutôt que de simplement assassiner l'équipage et les passagers? D'autant plus que tu laisses pas de témoins visuels. On les assassine, on les jette par-dessus bord, on prend la cargaison, merci, bonsoir. Et comme on sait pas que le Joyita est insubmersible, mais on voit bien qu'il prend l'eau, on se dit, il va finir par couler, puis merci, bonsoir, il y aura plus de traces. Le problème ici, c'est qu'il n'y a aucune trace de violence à bord du Joyita. Il n'y a aucune raison pourquoi des pirates auraient laissé les passagers ou l'équipage quitter le navire sur des dinghies et on aurait emporté toute la cargaison, pas qu'une partie de la cargaison. Et là, on se dit, OK, il faut également retenir, comme je l'ai mentionné, que pendant plusieurs jours, les avions de la garde côtière néo-zélandaise, de l'armée néo-zélandaise, ont survolé le trajet que devait emprunter le Joyita. Comme le Joyita avait une coque en bois et qu'il était en partie enfoncé dans l'eau, il était difficilement repérable du ciel, et comme sa coque est en bois, il ne répondait pas aux échos radars ou aux échos sonores des avions. Mais en revanche, les pilotes de ces avions-là n'ont jamais rapporté d'autres navires. Ils ont bien vu sur le trajet, ils ont bien vu quelques bateaux de pêche, mais aucun navire assez important qui aurait pu être impliqué dans des opérations de piratage. Parce que pour se livrer à du piratage en haute mer, il faut avoir quand même un navire conséquent, parce que si tu accostes un navire, tu abordes, pour utiliser l'expression, tu abordes un autre navire et tu vas le saborder pour le faire couler, mais tu dois prendre sa cargaison, tu dois donc avoir un navire capable d'être chargé de contenir la cargaison des navires que tu vas piller. Donc ton navire, ton bateau, il doit être conséquent. Or, les pilotes de l'armée australienne de l'armée néo-zélandaise sont catégoriques. Sur le trajet du Joyita, ils n'ont vu que quelques bateaux de pêche, mais aucun bateau important qu'ils auraient pu soupçonner d'être impliqués dans quelque trafic que ce soit. Donc cette hypothèse-là doit être un peu mise de côté.
La troisième hypothèse, imaginons que le navire ait été sur le point de sombrer et que, comme même s'il était impossible de le faire couler, mais pour une raison X ou Y, l'équipage, les passagers auraient quand même décidé d'abandonner le navire pour risquer leur vie de manière périlleuse sur des petits dinghies. Alors, ils abandonnent le bateau, s'en vont sur des dinghies. Le navire, le Joyita, avec toute sa cargaison, continue de dériver pendant des jours et des semaines, et éventuellement, il va être accosté par un navire loin, à des centaines de kilomètres de sa trajectoire. Il va être abordé par un navire de pirates qui vont monter à bord, qui vont constater qu'il n'y a plus personne dans le bateau, mais qui vont quand même s'emparer de d'une partie de la cargaison. Donc, c'est notre histoire numéro 2, mais en 2 temps. Hein. Les passagers et l'équipage quittent pour que, éventuellement, le navire soit pillé par des pirates. Mais là encore, on se pose la question, pourquoi n'avoir pris qu'une partie de la cargaison? Et qu'est-il devenu de l'équipage lui-même? Est-ce que, s'ils se sont sauvés avec des dinghies, qu'est-il arrivé à cet équipage-là? Et pourquoi les hommes du bord, même en supposant que Miller était blessé, les autres membres de l'équipage n'auraient en aucune circonstance, ils auraient abandonné le navire, le sachant insubmersible. Donc, et cette affaire-là remonte à 1955, et aujourd'hui, en 2022, on n'a toujours pas la solution à l'énigme. Donc, un navire retrouvé à des centaines de kilomètres de son trajet, en partie enfoncé dans l'eau, mais un navire insubmersible. Une partie de sa cargaison le navire a été délesté d'une partie de sa cargaison, et il n'y a aucune trace des passagers, ni bien sûr des membres d'équipage. L'affaire est quasi insoluble. C'est fascinant. Je laisse ça à ta réflexion. Tellement, parce que on peut par après, puis encore là, ces gens-là sont probablement tous morts, là. Oui, presque sûrement. en 55, là. Mais il y a personne, aucun je sais pas moi, aucun collègue, aucun membre de la famille qui a pu laisser des pistes à des enquêteurs pour peut-être, tu sais, les fameuses autopsies psychologiques qu'on fait maintenant, là. Oui, mais tu comprends, si, tu sais, on se fait une espèce de brainstorming, on s'assoit puis on regarde toutes les hypothèses. L'idée éventuellement que Miller se soit détourné de sa trajectoire dans le but de son trajet, de son itinéraire, dans le but de faire une fraude à l'assurance, imaginons ça. Et ensuite, il laisse le bateau sombrer, il le laisse dériver en espérant qu'éventuellement il va carrément couler ou peu importe, on va perdre sa trace éventuellement. Et il décide, je me refais une vie et on va faire une fraude à l'assurance. C'était facile de disparaître à ce moment-là, effectivement. Là. Oui, mais là on a un problème. On a les 9 passagers. Si l'idée de Miller était de faire un coup monté, il n'aurait jamais permis que des civils qu'il ne connaissait pas montent à bord du navire. Pourquoi il aurait fait ça? Pourquoi il aurait embarqué, par exemple, un médecin qui était en urgence pour se rendre à l'île Tokelau pour faire une chirurgie? Pourquoi Miller aurait fait ça? S'il voulait réellement monter un coup comme celui-là en disant, on va faire une fraude à l'assurance, on va disparaître, peu importe, s'échapper, parce que, comme je l'ai mentionné, c'est un joueur invétéré, il y avait de nombreuses dettes, il aurait pu dire, je vais me faire une vie ailleurs. Ce qui est peu vraisemblable parce que le navire, le Joyita, était tellement important dans l'échange, le trafic de cargaison entre les îles de la Polynésie que le gouvernement, il n'y a aucun doute que le gouvernement des îles Samoa aurait épongé les dettes de Miller plutôt que de voir le Joyita être sorti du circuit du trafic commercial. Donc ça, c'est pas très vraisemblable. Ensuite, Miller, s'il voulait monter une arnaque quelconque, il aurait jamais laissé monter des passagers à bord du navire. Il aurait simplement parti il aurait quitté le port avec les membres de l'équipage, ils auraient fait leur escroquerie, merci, bonsoir. Pourquoi avoir laissé des passagers monter à bord? Et ces passagers auraient jamais accepté de participer à une escroquerie en cours de route. Le médecin qui monte à bord, il s'en va pour faire une chirurgie 48 heures après, à l'île Tokelau, on l'attend, il y a des infirmières là-bas, il y a un dispensaire à l'île Tokelau, il doit se rendre là pour une chirurgie, il n'aurait jamais accepté en cours de route de dire « Ah oui, on va faire un truc, une escroquerie ». Il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans. Il y a des gens sans histoire qui auraient peut-être pu être impliqués dans une chose de même, oui.
Donc, il y a toujours quelque part, quelle que soit l'hypothèse qu'on propose, il y a quelque chose où ça dérape. Et ce qui est amusant dans les grands mystères de la mer comme ceux-là, ça me fait penser un peu à l'histoire d'Yatlov. J'en ai parlé, on avait fait une émission, moi et Yannick, là-dessus. Hein. C'est 9 randonneurs qui sont morts en Sibérie, en fait dans l'Oural, alors qu'ils essayaient de rejoindre une montagne. Et puis on a retrouvé leur corps éparpillé dans la neige. Et visiblement, ces gens-là sont morts d'hypothermie. Ils avaient une tente, puis ont quitté la tente en plein milieu de la nuit, en bobette, puis en bas, puis bon, ils sont morts. Et évidemment, ça nous paraît un peu invraisemblable, mais on a une bonne idée aujourd'hui de ce qui s'est produit, hein, de nouvelles recherches menées sur le terrain avec des spécialistes, notamment dans le domaine des avalanches. Tout ça, on a démontré que même si la montagne sur laquelle s'était installé le groupe de randonneurs était peu propice aux avalanches, il est possible qu'une très légère couche de neige ait glissé du sommet, ait écrasé la tente, et les jeunes, croyant qu'une plus importante avalanche allait suivre, ont déchiré la tente, ont paniqué et ont fui dans la nature en plein milieu de la nuit. Ils n'avaient aucune chance de survie. Cette avalanche plus importante ne s'est jamais produite, mais comme dans cette région-là du monde, hein, on est dans l'Oural, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampadaire. Là. Il fait tellement noir la nuit que tu ne vois même pas ta main devant toi. Les jeunes ont descendu au pied de la montagne, et là, voyant que l'avalanche n'arrivait pas, puis ils étaient en bas puis en bobette, ben là, ils se sont dit, puis il faisait moins 30 à l'extérieur, leur seul moyen de survie était de retrouver la tente. Mais dans l'obscurité, ils avaient aucune chance. Mais il leur a fallu attendre 2020, hein, donc l'événement dont je te parle, cette histoire de randonneurs, s'est passé en 1959. Mais il aura fallu, l'affaire des randonneurs, c'est en 1959. Okay. Mais il aura fallu attendre des experts en 2020 qui sont retournés sur le mont Olachal, là où ça s'est produit, et qu'ils ont fait des carottages dans la neige et tout le reste. Ils ont fait des simulations par ordinateur, et ils ont été aidés notamment par les gens qui avaient fait des simulations des avalanches dans le film de Walt Disney, La Reine des Neiges. Donc, ils ont appliqué les mêmes logiciels pour reconstituer quelle était la situation, le froid, la neige, le vent en février 1959, lorsque l'incident qu'on appelle l'affaire Dyatlov s'est produit. Et c'est comme ça qu'on a pu un peu reconstituer le tableau et déterminer, avancer une hypothèse qui était vraisemblable. Et en fouillant dans les archives russes, on a découvert un élément que personne n'avait sous la main. En refouillant, parce qu'il y avait eu une enquête à l'époque, en 1959, menée par les autorités russes, et le dossier avait été gardé secret, comme les Russes le faisaient souvent, le KGB, tout le reste. Là. Ouais. Faut pas que le reste du monde sache qu'on a une gang d'étudiants qui ont été dans le trouble quelque part sur les montagnes de l'Oural. Donc, tout va bien, puis c'est parfait. Mais en refouillant dans les archives, on a découvert un détail très important. Les équipes de secours qui s'étaient rendues sur place en 1959 avaient remarqué que les jeunes avaient légèrement entaillé la neige de manière à rendre le plancher de neige plus uniforme, si je puis dire, pour qu'ils puissent installer leur tente. Mais en faisant ça, ils ont brisé la croûte de neige plus dure qui était à la surface. Donc, ils ont affaibli le tapis de neige où ils ont installé leur tente et c'est ce qui a entraîné l'avalanche. C'est ce petit détail qui a permis d'imaginer un nouveau scénario avec une nouvelle reconstitution des événements, avec de nouvelles données qui a permis de trouver une solution. Et ça change tout. Et ça change tout. Et dans l'affaire du Joyita, je me rappelle, quand je regarde l'affaire du Joyita aujourd'hui, je t'en parle, et j'ai toujours en mémoire ce souvenir lorsque à un moment donné, j'avais fait un truc sur le triangle des Bermudes, un reportage, et j'avais été en Floride. Les gardes-côtes de la Floride m'avaient amené dans le triangle des Bermudes. Puis bon, comme on dit par chez nous, ils m'avaient payé une ride, hein, parce que les autres, il faut quand même le dire, le triangle des Bermudes, c'est littéralement leur terrain de jeu. Donc, on a pris un bateau, puis là, ils m'ont emmené au large, puis là, ils m'expliquaient un peu le nombre d'appels qu'ils recevaient de détresse par année, puis quelles étaient leurs opinions par rapport au triangle des Bermudes. Puis pour eux, bien sûr, tout c'est de la foutaise. Okay. Si la raison pourquoi des bateaux disparaissent dans cette région-là, c'est parce que les gens, c'est des mauvais marins, puis parce que les conditions sont changeantes.
rentre, etc., etc. Il y a toujours une explication. Et je me rappelle qu'un des gardes-côtes m'avait dit des disparitions inexplicables, des disparitions inexplicables, ça n'existe pas. Il y a des disparitions inexpliquées, puis elles sont inexpliquées parce qu'il nous manque des informations. Mais si on avait toutes les informations, on pourrait toutes les expliquer. Pas fou. Et dans le cas du Joyita, c'est exactement ce que je pense. Quelque part, on a une série de pièces qui sont devant nous et on doit essayer de composer avec ce que l'on a. Mais il nous manque sûrement des pièces quelque part. Et ce sont les pièces maîtresses qui nous permettraient de trouver la solution. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas ces pièces maîtresses, et au moment où on se parle, il y a peu de chances qu'on les trouve, ces pièces-là, ben, l'histoire du Joyita restera une énigme, parce qu'il nous manque des pièces, et on ne peut pas reconstruire le tableau sans ces pièces manquantes. Près de 70 ans plus tard, Christian, ben merci, super intéressant comme histoire, comme toujours. On va se laisser, il y avait une bande-annonce, on a adapté, j'imagine, cette histoire-là. Non, en fait, l'histoire n'a pas été adaptée, mais j'ai voulu, comme on parlait de disparition de bateaux étranges, de bateaux fantômes. De bateaux fantômes. Moi, en ce qui me concerne, quand on parle de films qui ont été adaptés, parce que bon, des films de mystère de la mer, il y en a beaucoup, mais j'ai une espèce de coup de cœur pour un très vieux téléfilm de 1975 et qui est encore considéré par les connaisseurs comme étant un des grands films qu'on a fait sur des histoires de bateaux disparus et perdus. Et c'est un téléfilm de 1975 qui s'appelait Le Triangle du Diable, Satan's Triangle. Ça mettait en vedette Kim Novak, Doug McClure, Alexandre Ray. C'est des vedettes très connues dans les années 70. Et ce film, vous pouvez le voir parfois en français à la télévision. Si vous êtes abonné à des chaînes comme Frisson ou des trucs comme ça qui nous remontent de vieux classiques, des vieux téléfilms, des classiques, vous avez des chances de le revoir. Mais sachez que le film est disponible entièrement en anglais. Il est disponible dans son entièreté sur YouTube. Donc, si ça vous tente, Satan's Triangle, qui pour moi reste mon coup de cœur, sans doute du meilleur film de triangle, des Bermudes et de bateaux disparus. Et on va se laisser pour la pause avec l'introduction du film qui nous rappelait le mystère un peu du triangle des Bermudes. Super, on est de retour dans les prochaines minutes. Within the last 30 years, just off the east coast of the United States, more than 1,000 men, women, and children have vanished from the face of the earth. No one knows how or why. This is one explanation. Search and rescue, code 1. Code 1. All hands, search and rescue, code 1. Code 1. Search and rescue. Code 1. Code 1. All hands. Search and rescue. Code 1. Code 1. Pay close attention. Radio X-Files. Avec Christian Page et Camille. Radio X. Monsieur, bonjour. Nous nous retrouvons donc pour un peu moins d'une heure d'édition spéciale de journal consacré à la disparition tragique et brutale de Lady Diana. La princesse de Galles a trouvé la mort la nuit dernière dans un accident de voiture à Paris sous le pont de l'Alma. Elle se trouvait à côté de son ami Dodi Al-Fayed qui lui aussi a été tué. Ils avaient été pris en chasse par des paparazzis. La princesse Diana laisse 2 enfants, William 15 ans et Harry 12 ans. Le monde entier rend hommage à cette jeune femme mythique fauchée à 36 ans. Nous évoquerons sa vie et ce drame avec tous nos envoyés spéciaux à Paris, à Londres, à Washington et nos invités, notamment Charles Hargrove, l'ancien correspondant du Times à Paris et qui connaît bien la famille royale, et également Annick à l'hôtel Ritz hier. Ils ont ensuite pris une Mercedes pour regagner l'hôtel particulier du producteur égyptien. Poursuivi par des paparazzis, la voiture a percuté un pylône du pont de l'Alma. Lady Diana est morte ainsi que Dodi Al-Fayed et le chauffeur de la voiture, le garde du...
qui a fait en sorte, Christian, que le décès de la princesse Diana a ébranlé autant? Qu'est-ce qui fait en sorte, en fait, que c'était la princesse du peuple, carrément? Ouais, mais en fait, c'était une personnalité qui était très aimée, mais en même temps, il y a une réaction qui est tout à fait normale. Hein? C'est ce qu'on appelle le biais de proportionnalité. On a tendance à se dire que la conséquence doit être égale à la cause. Donc, on se dit la conséquence ici, c'est la mort de Lady Diana, une personne aimée à travers le monde, impliquée dans toutes sortes d'œuvres caritatives. Et voilà qu'on nous dit, elle est morte d'un accident de voiture assez banal. Alors, on se dit, c'est pas possible. C'est pas possible, par exemple, que Marilyn Monroe soit morte en se suicidant. Non, il faut qu'il y ait un complot derrière ça. Il faut que la cause soit aussi grande que la conséquence. Alors que malheureusement, c'est pas toujours le cas. Parfois, des événements un peu banals vont entraîner des conséquences épouvantables. Et c'est un peu l'histoire de Lady Di, qui va décéder dans un banal accident de la route. On a laissé courir un peu le bulletin qui résumait bien les faits. Donc, un accident de voiture. Il est minuit 23, ce 31 août 1997. Ils sont pris en chasse par des paparazzis. Il y a 4 personnes à bord de la Mercedes. Il y a le conducteur Henry Paul. À côté de lui se trouve un certain Trevor Rhys-Jones, qui est le garde du corps de Lady Di. Et derrière se trouve Diana Spencer de Lady Di et son amoureux du moment, Dodi Al-Fayed. Et au moment où ils vont pénétrer dans le tunnel sous le pont de l'Alma, il y a une petite voiture, une Fiat Uno blanche qui est là. Ils vont la doubler. À ce moment-là, il faut quand même le dire, Henry Paul, en l'enquête, va démontrer qu'Henry Paul a un taux d'alcoolémie très élevé. Il va accrocher la Uno et il va faire une embardée, frapper un pilier en béton. Les passagers les passagers arrière, Dodi Al-Fayed et Lady Diana ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Ils ont littéralement été éjectés de la voiture. Donc, un incident assez banal en soi, un accident de la route comme on en voit malheureusement tous les jours. Ouais. Mais dans le cas évidemment ici, les personnalités sont importantes et il faut dire que l'affaire des théories du complot vont immédiatement commencer à apparaître et principalement par la bouche de Mohamed El-Fayed, qui est le père de Dodi Al-Fayed, qui refuse, et encore aujourd'hui, il est toujours vivant, il a 91 ans, je crois, il refuse de croire que tout ça puisse être le résultat d'un banal accident. Donc, il va émettre toutes sortes de théories du complot qui seront reprises éventuellement sur les médias sociaux plus tardivement, parce que on est au début de l'ère des médias sociaux, en 1997, mais tout ça va faire son chemin dans les journaux. Donc, il émet toutes sortes d'hypothèses, Lady Diana aurait été assassinée à la demande du prince Charles ou de la couronne britannique pour permettre au prince Charles d'épouser Camilla Shand, qui était son amoureuse de toujours. Bon, ça paraît un peu gros, d'autant plus que c'était pas un idylle nouveau entre le prince Charles et Camilla. Donc, c'était quelque chose de connu. Ensuite, on a dit, peut-être aussi, le monsieur Al-Fayed a dit, ça a été aussi orchestré par la couronne britannique parce que la reine ne souhaitait pas voir Lady Di épouser un Égyptien, donc un Arabe, et qui plus est, un musulman. Et ensuite de ça, on a dit, il a prétendu également que Lady Diana était enceinte, donc on voyait mal un Arabe musulman comme enfant devenir le frère des princes héritiers qui allaient peut-être accéder au trône. Donc, il émet toutes sortes d'hypothèses où se mélangent à la fois des espèces de complots impliquant le MI5, le MI6, des histoires où il fait jouer une espèce de xénophobie. La couronne britannique déteste les Arabes, on veut pas des musulmans. Et tout ça est repris et la presse égyptienne à l'époque vont reprendre ces histoires-là et en faire la une de leurs journaux. Ça devient très populaire. Et la couronne britannique, bien sûr, est perçue comme étant, on diabolise la couronne britannique. Ce sont eux les méchants. Ils ont orchestré la mort de Lady Di pour nuire aux Arabes, pour nuire aux Égyptiens, pour nuire aux musulmans. Ça paraît énorme. Il faut quand même dire que toutes les enquêtes qui ont été menées ont démoli une à une les théories du complot. Et la plus importante de ces enquêtes a été menée par Scotland Yard, parce que ces histoires se sont multipliées au cours des années. On a entretenu ces histoires-là. Et puis, entre 2006 et 2008, faut dire qu'il y avait eu d'abord une enquête du côté de la France. Le parquet français avait conclu que la mort de Lady Di était due essentiellement à un accident de la route. Banal, tragique bien sûr, mais banal en soi, comme on en voit malheureusement tous les jours.
Mais ça n'a pas fait taire les théories du complot. Et puis, entre 2006 et 2008, il y a eu une très importante enquête qui a été menée par la police métropolitaine de Londres, la très célèbre Scotland Yard. Ils ont ce qu'ils ont appelé, eux, l'opération Paget, qui a duré pratiquement 2 ans. Ils ont publié un très volumineux document de 871 pages. Ils ont repris point par point les allégations d'à peu près toutes les théories du complot, principalement celles véhiculées par Mohamed El Fayed, et ils ont apporté des réponses à chacune de ces accusations, et la moitié d'entre elles, évidemment, reposaient sur absolument rien. Il n'y a aucune preuve, par exemple, que Dodi Al Fayed et la princesse Diana allaient se marier, hein, parce qu'à un moment donné, M. Al Fayed dit ils allaient se marier le 1er septembre, donc ils ont été assassinés le 31 août. La veille. La veille. Mais bon, il n'y a aucune preuve de ça, il n'y a aucun élément, il n'y avait aucune réservation, il n'y a eu aucun faire-part, il n'y a rien. Là. On prétend également que Lady Diana était, là, parce que ça va loin, là, le père Al-Fayed dit, ben voilà, Lady Diana a été embaumée en France, on a fait disparaître son fœtus pour démontrer qu'elle n'était pas enceinte. Ça repose absolument sur rien. Jamais Lady Diana n'avait jamais confié à personne de son entourage qu'elle était enceinte, et les dernières communications qu'elle a eues avec son médecin ne parlent pas du tout de ça. Elle n'a jamais évoqué cet élément-là, et le rapport d'autopsie n'indique pas du tout qu'elle était enceinte. Donc, ce sont des scénarios qui ont été inventés de toutes pièces par Mohamed El Fayed dans le but de diaboliser la couronne britannique, parce que malheureusement, c'est un homme qui fait face au deuil et qui est incapable d'accepter que son fils, qu'il voyait comme son héritier, puisse avoir perdu la vie dans un accident banal de la route, simplement parce que le chauffeur était ivre. Rien d'autre que beaucoup d'empathie et de même de pitié pour ces gens-là, parce qu'effectivement, c'est de la souffrance qui ressort de ces allégations-là et ces théories-là. Christian, ben merci. C'est tout le temps qu'on avait. On voit. Oui, je vois. J'ai l'œil sur j'ai l'œil sur l'horloge et je me suis dit, Christian, tu dois conclure. Et pendant qu'on se parle, ben effectivement, là, c'est à RDI, le visage de Diana aussi. C'est un événement de l'histoire. Ça a marqué l'imaginaire de plusieurs. J'étais trop jeune pour m'en souvenir, mais ma mère s'en souvient très bien. Moi, les gens de l'époque. Moi, je me rappelle quand l'accident s'est produit à la télé, on nous disait partout sur toutes les chaînes de télé, on nous disait un accident important s'est produit sous le pont de l'Alma avec des personnalités importantes. Mais il a fallu plusieurs heures avant qu'on nous annonce que la personnalité en question était Lady Diana. Ça, c'est la protection de la royauté, beaucoup. Hein, donc, on voyait des images de la Mercedes, on voyait le pont de l'Alma, on voyait les policiers, tout ça, mais il a fallu quand même un certain temps avant qu'on apprenne que c'était Lady Diana, la princesse Diana, qui était dans le véhicule. Bien, merci, Christian. Ça me fait plaisir. À demain, la dernière de la semaine. Absolument. Concernant, est-ce qu'on tease notre sujet ou on regarde ça pour demain? Notre sujet demain, on va parler de crimes, de tueurs en série et de vampires. Oh, et de vampires, OK. Et de vampires, oui, absolument. Excellent. Bonne fin de soirée. À demain. Ciao. Bye.